Céder n'est pas consentir. Le livre de Clotilde Le Guil, paru en 2020, explore la question du consentement à la lumière de la psychanalyse. Quand y a-t-il ou non consentement? Comment tracer une frontière entre consentement et forçage? Clotilde Le Guil éclaire les racines subjectives du consentement. Cela peut-il avoir un impact dans le domaine du droit? Pour le savoir, écoutons Sylvie Lacroix, avocate, interviewée par Cécile Nicot, professeure de philosophie. Il y a quelques mois, on s'est rencontrés pour préparer une table ronde autour du livre de Clotilde Le Guil, Céder n'est pas consentir, que nous avons là. Et je me souviens que la manière dont elle analyse le consentement, vous avez fait vous interroger vraiment différemment sur votre pratique et vous aviez même évoqué l'idée de convoquer Clotilde Le Guil en tant que témoin dans certaines affaires pour qu'elle puisse éclairer les choses d'une autre façon. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, puisque voilà, vous êtes confronté parfois à des situations d'agression sexuelle, et en quoi, effectivement, son analyse pourrait permettre d'envisager les choses différemment et éventuellement même de faire progresser le droit en France. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est intéressant, parce que céder n'est pas consentir. Dans les affaires d'agression sexuelle, alors le consentement en droit en général, on le trouve un petit peu partout, on signe un contrat, on s'engage, on a consenti, voilà. Là, ça ne pose aucune difficulté et ça pose véritablement un problème dans un type d'infraction qui sont toutes les agressions sexuelles ou que ce soit les agressions sexuelles hors viol, enfin les atteintes sexuelles ou le viol, puisque parfois il arrive que l'agresseur dise « Ah mais elle était consentante » ou « il était consentant ». C'est le mode de défense principal, finalement. Voilà. On oppose le consentement. Voilà. Et là, c'est à la victime de devoir prouver qu'elle n'a pas consenti. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et parfois, la justice, elle va chercher ailleurs, c'est-à-dire que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et donc on va essayer d'aller voir est-ce qu'il y a des marques de violence sur le corps qui pourraient laisser penser qu'effectivement il y a eu de la violence, donc une absence de consentement, mais parfois il peut très bien n'avoir aucune marque sur le corps, c'est-à-dire que si on reprend l'exemple du viol, un homme ou une femme peut se placer, je vais dire, dans un état second pour ne plus rien ressentir du tout. Oui, qu'elle nomme la sidération. Voilà. Et là, après, on se retrouve devant des cours d'assises un peu démunis. Alors, la loi, elle est venue nous aider pour les mineurs jusqu'à 15 ans, puisque maintenant, assez récemment, jusqu'à 15 ans, il ne peut pas y avoir de consentement. Ouais. Mais là, maintenant, c'est la loi Schiappa. La loi Schiappa qui maintenant pose un âge visiblement, donc 15 ans, pour une présomption de non-consentement. Voilà. Effectivement, c'est très récent. Tout à fait. Ça s'est pas fait sans mal, puisqu'il y a eu tout un moment où, quand ça avait été proposé, le Conseil d'État avait considéré que, pour le coup, ça entrait en contradiction avec la présomption d'innocence. Il y avait même eu une affaire retentissante où je crois que c'était une jeune fille, de mémoire, je crois que c'était 11 ou 12 ans, où effectivement, la personne disait qu'elle était consentante, et effectivement, il n'avait pas été retenu d'agression sexuelle. Donc là, au moins, 15 ans, c'est quelque chose qui a été posé, et franchement, on peut que saluer cette loi. Enfin, c'est quand même terrible d'imaginer qu'à 12 ou 13 ans, on puisse consentir et effectivement Clotilde Le Guil le décrit bien dans son livre. Finalement, on ne sait pas à quoi on consent. Donc, ce que vous dites, c'est que dans le droit français, finalement, on se retrouve avec une définition des agressions sexuelles qui impose finalement à la victime de faire la preuve du fait qu'elle n'était pas consentante,
ce qui n'est pas toujours possible, puisque comme vous le dites, il n'y a pas nécessairement de marque sur le corps, et parfois c'est juste la situation qui met la victime dans un état de sidération et qui fait qu'elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas manifesté particulièrement son désaccord, elle n'a pas cherché à fuir. Oui, c'est-à-dire que même si on va regarder la définition du viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle par menace, violence, contrainte ou surprise. Alors, la violence, il n'y a pas de difficulté. La menace non plus. La surprise, c'est quand même plutôt rare. Alors, ça existe, mais c'est surtout au niveau de la contrainte. Et c'est là, souvent, ce qui arrive, qui est en débat. Lorsque on n'a pas un des trois autres éléments, la personne qui est soupçonnée ou à qui on reproche effectivement le viol va dire, mais... pour moi, elle était consentante, elle a rien manifesté, rien ne m'a permis de considérer qu'elle n'était pas consentante. Et là, les victimes, elles se retrouvent dans une situation qui est terrible. Et c'est en cela que le livre de Clotilde Le Guil, il est éclairant. Et c'est en cela aussi que ce soit devant une cour d'assises ou une cour criminelle, ça serait intéressant qu'elle puisse venir expliquer, donc soit aux magistrats professionnels pour les cours criminelles, ou soit dans la cour d'assises aux jurés, mais également aux magistrats professionnels, cette distinction effectivement entre céder et consentir. Surtout qu'elle explique effectivement que l'idée, c'est que tout abus étant finalement pensable comme une trahison du consentement, faire la preuve de son non-consentement, ça n'est pas possible en fait, et puisque au départ, il y a un consentement qui est trahi. C'est vrai moi je pense, alors la loi, elle est très utile, c'est elle qui permet de fixer les règles, etc. Comme celle maintenant sur l'absence de consentement automatiquement dès lors qu'on est un mineur de 15 ans. Donc la loi, elle est importante. Mais ce qui est important aussi, ce sont les idées, c'est comment elles peuvent circuler, comment elles peuvent venir bousculer les certitudes et les consciences, aussi bien des magistrats professionnels que des jurés. Une cour d'assises, c'est 3 magistrats professionnels et ce sont 6 jurés. Et là, c'est important que les idées comme ça puissent avancer. Voilà, tout à fait. Et que un témoignage comme celui de Clotilde Le Guil, qui viendra à une audience et qui pourra expliquer ce qu'il en est, moi je trouve que effectivement c'est comme ça, c'est les petits pas. Cette femme là qui s'était alcoolisée, elle va en boîte de nuit, elle boit je crois facilement plusieurs whisky, elle ressort, il y a un type qui l'aborde, il est à peu près aussi alcoolisé qu'elle, ils vont encore continuer à s'alcooliser et elle va se réveiller sans culotte et avec des bleus énormes sur les cuisses et elle se souvient plus. Et cet homme-là, il y a 6 ou 7 femmes qui ont déposé plainte contre lui. Et donc, il lui avait également collé 2 ou 3 gifles. Donc, il a reconnu lui avoir collé des gifles. Donc, il a été poursuivi pour violence volontaire sans ITT. Et au niveau du viol, la cour d'appel a dit que les marques, la configuration de l'habitacle de la voiture a fait que, etc. Elle dit, moi j'étais, je voulais bien qu'on boive ensemble, je voulais bien qu'on descende l'avenue du Général Leclerc ensemble, je voulais bien, etc. et tout, mais c'était tout, je voulais pas plus. Et on lui reproche finalement, ça c'est pas écrit, mais on leur reproche à ces femmes, bon, enfin, écoutez, ça va bien, quoi, puisque vous avez voulu ça, il y avait un tout petit peu plus, et c'est ça, c'est ça finalement. C'est prouvez-nous que vous vous êtes arrêté à des baisers dans le cou. Et votre attitude et votre comportement avant fait que nous on pense que finalement vous le voulez bien, ça. Là, on dit la question du consentement, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Elle montre, elle parle d'énigme du consentement, du mystère et de son opacité, et en fait de l'idée que, d'ailleurs, quel que soit l'âge, en fait, il n'y a pas de consentement éclairé. On ne sait jamais ce à quoi l'on consent. C'est ce qui fait la beauté du consentement, parce que ça implique qu'il y a une confiance en l'autre. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi le dévoiement et la trahison du consentement dans le cas de... Tout à fait. Et elle dit que
consentir, finalement, c'est un risque, c'est un pari, c'est quelque chose, effectivement, c'est les dés que l'on jette, hein, voilà. Et moi, par rapport à ma pratique professionnelle, vraiment, je dirais que le consentement, c'est de l'ordre du privé, c'est de l'ordre de la personne, c'est de l'ordre de son intimité, c'est à elle-même, alors que céder, c'est là où on rentre dans quelque chose qui va être qui ne va plus être la personne elle-même, et c'est là c'est la brèche du juridique qui rentre. Voilà, j'ai consenti, voilà, c'est moi, c'est à titre privé, j'ai cédé, et là ça n'est effectivement quelque chose qui ne me concerne plus. Je n'ai pas voulu, voilà. Oui, et après, avec quand même tout le champ intermédiaire extrêmement ambigu du se laisser faire, où elle distingue 3 degrés, dont un est tout à fait, le sujet est en accord avec lui-même, il consent à une certaine docilité, et un deuxième degré où là, ça ne va pas quand même sans angoisse, et puis un autre degré où là, c'est carrément de l'ordre du forçage, et de ce point de vue-là, effectivement, j'imagine effectivement que son analyse pourrait vraiment éclairer de manière très différente. Oui, tout à fait. Au cabinet, nous avons justement un dossier où se pose la question du consentement, d'autant plus que la relation sexuelle alors non consentie s'est faite dans un couple qui vivait ensemble et pas effectivement deux inconnus. Et donc, lorsque c'est un couple, alors, marié ou pas, là c'est vrai que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et là, si le dossier va jusqu'à son terme, je pense que je demanderai à Clotilde Le Guil si elle accepte de venir témoigner. Et je pense que ça sera ça sera vraiment intéressant. Les idées doivent circuler. Ce livre-là, déjà, a vraiment été remarqué. Je pense que ça reste quand même circonscrit. Et que un procès d'assises, ça permet d'ouvrir, hein, voilà. Voilà. Donc moi, ça me plairait bien, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le droit est un monde avec un certain langage, etc., et que Clotilde Le Guil, justement, en faisant intervenir des considérations qui relèvent d'un autre ordre, de l'inconscient, du désir, en faisant des distinctions que le droit ne fait pas? Voilà, du côté de Clotilde Le Guil, c'est ça qu'elle pourrait apporter, à savoir un décalage, quoi. C'est-à-dire que, voilà, d'expliquer avec ses mots à elle, avec son raisonnement, voilà, que cette jeune femme, bah oui, ils vivent ensemble depuis plusieurs années, mais alors oui, elle n'a pas dit non. À un moment, elle dit, j'ai pas dit non, je lui ai dit, écoute, laisse-moi tranquille, etc. Enfin voilà. Et bon, et Clotilde Le Guil, elle peut venir éclairer, elle peut venir expliquer, tout comme le font les experts devant les tribunaux. Quand même, ben oui. Juste par hasard, voilà. Sur le laisser-faire, j'ai ouvert, j'en viens au se laisser faire. Dans le traumatisme, plonger avec le sujet lui-même dans ce moment qui précède le trauma, c'est faire un arrêt sur image en cet endroit où le sujet se laisse faire par l'autre, soit ne parvient plus à répondre. Je veux plonger dans ce moment trouble et obscur où le sujet n'est plus en mesure de consentir ou pas. C'est en ce lieu que le qui ne dit mot consent doit être contredit, car le silence prend un autre sens, le sens de ne plus pouvoir rien dire, le sens d'être coupé du monde de la parole, du fait de l'effraction que produit la situation traumatique dans le corps du sujet, le sens d'une pétrification.